municípios, pelos paulistas, em especial os da minha terra natal e os brasileiros. Eu voto sim pelo impeachment. Com a ajuda de Deus, pela minha família, pelo povo brasileiro, pelos evangélicos da nação toda, pelos meninos do MBL, pelo Vem Pra Rua, dizendo que Olavo tem razão, senhor presidente, dizendo tchau para essa querida e tchau ao PT, Partido das Trevas, eu voto sim ao impeachment, senhor presidente. Pelo meu país, por Deus, por minha família, pelas famílias, pelas pessoas de bem, meu voto é sim, fora Dilma, fora Lula, fora o PT. Soirée du 17 avril 2016. Les Brésiliens ont tous les yeux rivés sur leurs écrans. Ils suivent le vote qui va sceller le sort de la présidente Dilma Rousseff et enclencher sa destitution. Au Parlement, c'est la curée. E agora eu vou repetir: Dilma, você é uma vergonha! 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 Sim! Le lendemain, le réveil des Brésiliens est un peu difficile. La destitution de la présidente Dilma a été engagée par une écrasante majorité des députés. Dans un flot de déclarations haineuses, ils l'ont chassée. 1 an et demi à peine après son élection, malgré les 54 millions de personnes qui lui avaient fait confiance pour un second mandat. Certains s'en réjouissent, d'autres dénoncent un coup d'État, mais partout dans le pays flotte un parfum de malaise. Les députés censés les représenter et incarner le futur du Brésil ont voté au nom de leur famille, de leurs fils, de leurs femmes, d'anciens tortionnaires ou de leurs dieux. Pas au nom du peuple ou du pays. Pour la première fois, le peuple a vu le vrai visage de ses élus. Quand vous voyez que pour être élu député au Brésil, vous avez besoin d'un minimum de 2 millions d'euros, parce que les campagnes sont très chères. Non seulement ils ont besoin d'énormément d'argent pour se faire élire, mais ils sont le visage de l'argent. Contrairement à la population brésilienne, l'argent brésilien est blanc, masculin, hétérosexuel, vieux. C'est ce visage qu'a l'argent. Ils ont le visage de cet argent brésilien. Dans un pays où 10% au maximum des gens se disent hommes d'affaires, le Congrès en a plus de 80%. C'est un congrès d'hommes d'affaires. Ils sont là pour représenter les entreprises. Comment se réveiller dans un pays, le sien, quand il vous a retiré ce que le peuple avait choisi ? Pourquoi les rues sont-elles si vides? Et si l'on voulait crier, faire entendre sa voix, comment pourrait-on faire? Comment résister quand il n'y a ni chars ni militaires? Comme tous les gens de sa génération, Gregorio a grandi dans une démocratie. Lui non plus ne sait pas très bien comment crier, mais il n'est pas un citoyen ordinaire. Humoriste et écrivain, ses vidéos grinçantes font parfois 20 millions de vues sur Internet. Et elles font rire tout le Brésil. On l'écoute. Il peut poser des questions. Y compris à la présidente qui va bientôt quitter son palais. En 1964, quand elle avait son âge, elle avait su résister à un coup d'État avec tanks et tortionnaires. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Je suis heureux de vous connaître. Enchanté. Le plaisir est mien. Merci infiniment, vraiment. Que ferait-elle, elle, aujourd'hui? Ce coup d'État a ses propres caractéristiques. Il paraît être plus obscur, plus faux, plus vicieux, plus tortueux qu'un coup d'État militaire, qui, lui, est plus visible.
Maintenant, il n'est pas violent. Enfin, d'un certain point de vue, il n'est pas violent. Je vais t'expliquer en quoi il n'est pas violent. Il n'enlève pas directement. Il va toujours essayer de diminuer tes droits. Mais il ne peut pas, à cause de ses caractéristiques propres, en finir avec la liberté d'expression, la liberté de manifester, ordonner à la police de t'emprisonner. Il ne peut pas faire ça. Donc, je crois que votre résistance est fondamentale. Pourquoi? Parce que votre résistance grandit les institutions. Je vais te donner un exemple plus concret. Supposons que la démocratie soit un arbre. Supposons. Un coup d'État militaire est comme une hache qui va couper l'arbre et à partir de là, fait tomber le gouvernement et fait tomber le régime. Ce coup d'État, si la démocratie est un arbre, c'est comme si l'arbre était attaqué par des parasites, des champignons, qui entrent dans toutes les institutions. Quel est le combat à mener contre eux? Le combat, c'est d'élargir l'espace démocratique, la discussion, le débat, l'explication des positions. Le meilleur combat contre ces parasites, c'est l'oxygène démocratique, l'oxygène de la critique, du débat, des positions, de la différence, de dire ce qu'on pense. C'est ça qui est le meilleur instrument. C'est une jolie parabole, mais qui fait l'impasse sur une réalité qui gangrène le pays, la corruption révélée dans l'énorme scandale dit du lavage à taux. Un petit juge de province, enquêtant dans une station de lavage pour auto sur une banale affaire de blanchiment d'argent, a déclenché une onde de choc dans tout le pays. En tirant sur la pelote, le juge Moreau a en effet découvert une des plus grosses affaires de corruption au monde, liée au géant Petrobras. Ce groupe pétrolier public a été pillé de plus de 3 milliards d'euros pour financer tous les partis politiques, dont le PT de Dilma Rousseff. Moreau et les autres juges de sa circonscription n'ont pas flanché. Il y a désormais au Brésil des chefs d'entreprise et des élus en prison, ce que le pays n'avait jamais connu. La présidente, même si elle n'a pas été personnellement impliquée, n'a pas survécu au scandale. Mais le système politique chaotique du Brésil, lui, est toujours en place. Pour comprendre ce système de corruption, il faut comprendre comment fonctionne le système politique brésilien, qui est un système présidentiel de coalition. Pour que le président réussisse à former sa coalition, une pratique s'est établie selon laquelle les partis indiquent des personnes pour qu'elles soient nommées directeurs de la Petrobras ou occupent des grands postes publics, comme des ministères d'État par exemple. Si le président donne son accord, alors ces partis lui donnent en échange leur appui politique. Mais ce qu'on constate, c'est que ces nominations, pour être au poste du directeur de la Petrobras ou de ministre d'État, se faisaient afin que ces personnes récoltent des pots de vin pour financer leur propre parti politique. Comme depuis 2002, celui qui était au pouvoir, c'était le Parti des travailleurs, le PT, alors c'était naturel que les preuves surgissent contre ces personnes liées au PT ou au parti qui appuyait le PT. La critique, le débat, les opinions sont l'oxygène de la démocratie, dit Dilma Rousseff. Gregorio a quelques outils en plus, la dérision, l'humour et un public. Avec une poignée d'amis, il a monté un site sur Internet, Porta dos Fundos, l'entrée de service en français, qui a compté jusqu'à 2 millions d'abonnés. Il fait rire le Brésil au moins 2 fois par semaine, en épinglant les puissants et les idiots, dont les politiques vénaux, prêts à trahir tous leurs amis contre des réductions de peine, ou des policiers plus soucieux de taper à gauche qu'à droite. Foi o senador do PSDB que aceitou a propina. Foram mais de 25 milhões de reais desviados da Vale e 35 milhões desviados da Petrobras. Tá falando aí, tô te ouvindo, deputado. Acho que... Não, esse aqui, não sei se te ajuda, mas é um jantar que teve em Paris. Essa aqui é a continha do jantar. 50 mil reais foram gastos de dinheiro público, né? O que tava lá? Foi uma reunião do PSDB com o PMDB. Tá em francês. O que é isso aqui, ó? Esse aí é arroz de Lula. Machado, pode emitir mandado de prisão.
avisa lá pro juiz que a gente pegou o Lula. La vidéo délation a provoqué des réactions violentes, parce qu'on a ri de la police fédérale qui s'occupe des enquêtes et qu'on a ri de la partialité de la police fédérale qui prend bien plus de gens de gauche. Enfin, quand je dis de gauche, c'est le Parti des travailleurs, le PT, qui n'est plus tant à gauche. Elle s'occupe bien plus de la corruption du PT que de celle du parti de droite, le PSDB. Et ça a choqué, car la police au Brésil est une institution sacrée. Ce qui est sacré pour la gauche, c'est Lula, l'ancien président. Depuis des mois, les juges le traquent. Et pour l'abattre, lui aussi, tous les coups sont permis. Parfois, à la limite de la loi, comme la mise sous écoute de ses avocats. Ou encore, cette interpellation à grand spectacle, un mois avant que l'impeachment de son héritière se mette en place. 200 policiers mobilisés, 44 mandats émis par des juges qui ont la certitude que cette mise en scène, parfaitement relayée par les grands médias, va définitivement abattre le héros des travailleurs. Peine perdue, il est libéré 3 heures après. Moro n'avait pas besoin de déployer toutes les forces de la police fédérale chez moi au petit matin, dans la maison de mon fils. Il n'en avait pas besoin. Il aurait suffi de nous convoquer. Avant lui, on était des démocrates. Avant eux, on faisait les choses correctement dans ce pays, parce que pendant qu'ils ne faisaient rien, on luttait déjà pour que le pays conquiert le droit à la liberté d'expression, le droit à une presse libre, le droit de créer des partis politiques, le droit à la grève. Donc il suffisait de nous convoquer. Lamentablement, ils ont préféré utiliser la puissance, l'arrogance. Un show, un spectacle de pyrotechnie. Et le show continue. Quand le juge convoque la presse, elle accourt. Aujourd'hui, le ministère de la Justice accuse M. Luiz Inácio Lula da Silva d'être le commandant suprême du régime de corruption identifié dans l'affaire du lavage à taux. Vous pouvez revenir en arrière, là? Non, revenez en arrière. Allez, revenez en arrière. Non, là, c'est en avant. Pour lui, c'est très clair, pour d'autres, nettement moins. Et surtout sans preuve, ce que le juge reconnaît à demi-mot. Nous allons maintenant vous présenter une conjonction d'évidence et de contexte qui nous font conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que Lula a été le chef suprême de réseaux de corruption découverts dans le lavage à taux. Les réseaux sociaux éclatent de rire et se moquent de ce magistrat qui a des convictions mais pas de preuves. Pire, bon nombre d'avocats s'indignent d'une accusation qui s'appuie en plus sur des écoutes illégales. J'étais déjà avocat du temps de la dictature militaire. Dans les tribunaux militaires, les avocats étaient respectés, écoutés. Aujourd'hui, les avocats sont sous écoute. L'avocat parle avec son client, discute avec son client, la police enregistre et divulgue. Divulgue la conversation, elle donne ça à la presse. Ils divulguent les conversations des avocats avec leurs clients. C'est une violation des droits de la défense. Une violation insupportable, exercée par de vrais fondamentalistes. On dirait des religieux, des fanatiques. Une chose horrible. Ce qui est sûr, c'est que les juges ont appris à s'appuyer sur l'opinion publique pour éviter que les enquêtes soient enterrées. Le grand tumulte né de l'impeachment de la présidente les a libérés face aux pressions de tous les pouvoirs qui faisaient autrefois leur quotidien. Leur relais vers l'opinion publique, c'est la presse, bien sûr. Une presse d'autant plus utile qu'elle refuse d'envisager que les juges puissent être partiaux, tant qu'ils s'en prennent au Parti des travailleurs. Le nouveau président Michel Temer pourrait bien être pris lui aussi dans les affaires du lavage à taux. Mais de cela, la presse, toute la presse, ne parle jamais. Le Brésil est très proche d'une dictature médiatique, une dictature orchestrée par une demi-douzaine de familles. On est très près de ça. Moi, j'ai un long passé de journaliste.
Mais je n'ai jamais rien vu de pareil à ce qui se passe maintenant. Jornal Nacional. Une presse hyper concentrée aux mains de 6 grandes familles, avec notamment un groupe super puissant, Globo, qui contrôle la télévision, les radios et les journaux, consommés par une majorité des Brésiliens. La Globo a clairement une position qui est de faire tomber la présidente via l'impeachment, de mettre Lula derrière les barreaux, en tout cas de faire en sorte qu'il ne soit pas dans les conditions de se présenter en 2018. Par exemple, quand Lula a été pris et conduit de force à la police fédérale, la Globo a fait une édition spéciale, bien plus importante que d'habitude en termes de temps. Elle a fait une édition longue. Quand le juge Moro a fait fuiter les écoutes de Dilma et Lula, et les autres écoutes de Lula, elle a fait aussi une édition spéciale. Par contre, quand une liste de politiques a fuité, qui recevait des pots de vin d'une entreprise de BTP, Odebrecht, la Globo a dit qu'elle ne donnerait pas les noms, car elle n'avait pas le temps dans son journal. Gregorio a tout de même trouvé un journal qui lui a donné carte blanche. Il écrit toutes les semaines une chronique pour la Folha de São Paulo, le seul quotidien un peu libéral du Brésil. Ici au moins, on accepte la discussion. Deixar aqui, é só apoiar aqui. Vamos lá. Oui, il y a réellement eu cette critique. Les défenseurs du PT, de l'ex-président Dilma, ont beaucoup critiqué la grande presse, comme quoi on aurait aidé et contribué à ce qu'ils appellent un coup d'État. La Folha s'est positionnée contre l'impeachment. Elle ne voyait aucune raison à cette destitution. En revanche, ce que la Folha récuse, c'est l'appellation coup d'État, parce que les règles constitutionnelles ont été respectées. Excuse-moi Fabio, je trouve ça intéressant que tu dises qu'il n'y avait aucune raison pour l'impeachment. Parce que s'il n'y a aucune raison pour destituer la présidente, alors c'est un coup d'État, non? S'il n'y a aucune raison. Pas nécessairement. Un coup d'État ne respecte pas la Constitution. Or là, les règles de la Constitution ont été suivies. C'est un procès kafkaïen. Le procès de Kafka est parfait lui aussi. Légalement, tout est fait dans le respect de la loi, tout va bien, mais en fait, le type n'a rien fait. La presse a trouvé la procédure parfaitement fondée. Et elle a salué le nouveau président qui en est sorti, Michel Temer, un homme qui a allègrement trahi Dilma, dont il était le vice-président. Aujourd'hui, il peut aimablement recevoir au palais présidentiel tous ses amis parlementaires, ceux-là même qui bavaient de haine quand il s'est agi de voter l'impeachment. Estomaqués, les Brésiliens se sont tus. Mais ils ruminent. Les murs affichent l'esprit du peuple. Fora Temer, dégage Temer. La cote de popularité du nouveau président est aujourd'hui proche de 0. Elle deviendra peut-être négative s'il se fait lui aussi épingler dans des affaires de corruption comme les 2 tiers des députés. Temer n'a aucune légitimité populaire. Il est simplement la vitrine d'une majorité parlementaire disparate, mais farouchement arc-boutée sur ses intérêts. Comme les députés du Front rural, qui n'ont aucune honte à afficher leur puissance. L'agriculture est la base du pays. Et si vous ne mettez pas de ministre qui parle la même langue que notre Front rural, il ne reste pas longtemps. Ni le ministre, ni le président. Nous sommes plus de 200 parlementaires qui composons ce front rural au Congrès qui défend l'agriculture brésilienne, qui est aujourd'hui le cœur, le poumon de l'économie du Brésil. Ici, nous avons le plus grand producteur de soja du monde, Blairo Maggi.
Nous avons avec nous le plus grand producteur de jus d'orange du monde. Il fait partie de notre groupe. Nous avons ici les 3 plus grands éleveurs du monde. Ils en font partie aussi. Les 4 plus grands producteurs de coton du monde. Ils en font partie. Et il y a aussi les plus grands exportateurs de produits agricoles brésiliens. Rien que du beau monde, à côté duquel le député Carlos Heinz ferait presque petit paysan. J'ai environ 1600 hectares. Vous avez vu, quand on les appelle, ils viennent. Le député est un modèle de réussite à la brésilienne. Sous le règne des militaires, il y a eu un développement de l'agriculture. Si le Brésil récolte aujourd'hui 200 millions de tonnes de grains, si elle a un cheptel, aujourd'hui 200 millions de têtes, tout cela a été initié à ce moment-là. Il a bien aimé quand les militaires ont aidé au partage des terres entre agriculteurs méritants comme lui. Mais quand le PT a pris le pouvoir, qu'il a commencé à partager les terres avec les sans-terre et les Indiens, il est devenu nettement plus méchant. Le bon député s'est rendu compte qu'il n'aimait pas toutes les formes de partage. Ma colère envers eux, ce contre quoi on lutte depuis longtemps, c'est qu'ils prennent la terre et ils ne produisent pas. Une grande partie de ces familles n'ont pas de maison où habiter, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'assistance technique et peu produisent. Et ils veulent toujours plus de terre. Plus de terre, plus de terre, c'est une erreur. Vous savez combien il y a de terre pour les Indiens au Brésil? 113 millions d'hectares déjà pour les Indiens. Et aujourd'hui, ils veulent encore 40, 50 millions d'hectares. Ils veulent voler les terres des producteurs. C'était ça le projet du président Lula et de la présidente Dilma. N'importe quoi. Ah, ça, c'est notre trésor. C'est la famille? Oui, c'est la famille. Le député Carlos Heinz tient table ouverte tous les dimanches avec les siens et les grands propriétaires des alentours. Il a obtenu en 2014 le prix du raciste de l'année, attribué par l'ONG anglaise Survival pour cette prise de parole. Il y a un homme à la présidence, un ministre de la présidente Dilma qui s'appelle Gilberto Carvalho, qui aligne dans son cabinet des Indiens, des Noirs, des sans-terre, des gays, des lesbiennes. La famille n'existe pas dans le cabinet de ce monsieur. Ça, c'est le gouvernement de la présidente Dilma. N'espérez pas que ces gens vont résoudre nos problèmes. Les sans-terre, les Noirs, les Indiens ou les lesbiennes incapables de rien faire, il y en a pas très loin de chez lui. Environ 1500 familles ont occupé, il y a plus de 20 ans, quelques centaines d'hectares à Nova Santa Rita et créé une coopérative agricole, exclusivement bio. C'est aujourd'hui une petite Floride et une entreprise qui fait bien vivre des paysans, autrefois sans terre. Quand on lutte pour la terre, on est considéré comme des marginaux, des voleurs, un peu de tout ça. Si on n'avait pas lutté pour la terre, je serais peut-être resté dans la région, mais j'aurais cherché un emploi ailleurs ou en ville. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur boulot à cause de la mécanisation et qu'il y a un fort usage de pesticides, d'agrotoxiques, parce que le Brésil est un des plus grands consommateurs de pesticides dans l'agriculture. Et ça, on n'en veut pas.
Ils ont bien fait. Au Brésil aussi, la consommation de produits bio progresse. Et l'État soutenait cette tendance en achetant régulièrement la viande et le riz de la coopérative. Mais aujourd'hui, plus rien n'est sûr. Ce qu'on sent avec le gouvernement Temer, c'est un retour en arrière, en très peu de temps. Je suis allé à la Banque du Brésil la semaine dernière. Il y avait un crédit qu'on recevait de la Pronaf pour l'agro-industrie. Le gérant m'a dit non, ça maintenant, c'est pour ceux qui ont un chiffre d'affaires au-dessus de 10 millions d'euros. Avant, c'était pour nous aussi. Maintenant, ils l'ont coupé. C'est juste pour les gros. Dans les régions les plus pauvres du Brésil, comme le Sertão au nord du pays, les décisions du nouveau gouvernement se font déjà sentir. C'est là que Lula et Dilma avaient engagé le plus de programmes de soutien aux petits agriculteurs. Des programmes de formation, d'achat des productions ou des programmes aussi concrets que des aides à la construction de citernes, vitales dans ces régions arides. Eliomar sera sans doute un des derniers à en bénéficier. Ça va changer beaucoup de choses pour nous, parce que, mon Dieu, il n'y a pas d'eau ici. Elle tombe une fois par semaine. Mais grâce à cette citerne, ça va changer la vie de beaucoup de gens ici. Après lui, Olavo le maçon n'aura plus de travail. L'austérité et la crise menaçaient déjà ses activités, mais il sait désormais que le pire est à venir. Les coordinateurs du programme des citernes, ils nous ont réunis et ils nous ont dit « Ceux qui peuvent trouver un autre boulot, allez-y. Vous pouvez y aller car ils vont le supprimer définitivement. En plus d'enlever des emplois, ça va générer plus de sécheresse. On ne peut pas supprimer un programme social qui amène l'eau. C'est une question de vie, justement, c'est une question de vie. Pour les hommes comme pour les animaux. » De cela, la grande presse ne parle pas non plus. Les médias alternatifs, si, et ils se développent vite. Gregorio, évidemment, les soutient, rencontre aujourd'hui à l'agence Publica à Rio, un site créé par 2 femmes qui multiplient enquêtes décapantes et débats ouverts. Vous avez des articles sensationnels, c'est explosif. Il y en a un qui m'a fasciné. Publica a répertorié les sites de droite pour essayer de comprendre pourquoi Internet a été subitement digéré par la droite et comment cela a été possible. C'est un travail d'enquête formidable que les journaux n'ont pas la volonté de faire. L'agence Publica a surgi dans un moment très intéressant. J'étais partenaire de Wikileaks dans la fuite des documents des ambassades américaines. Des grandes fuites. Quand Julian Assange a été emprisonné. Ici, ces documents ont été sous-exploités. Et ça, pour moi, ça a été un grand choc. Publica s'est mis au travail et a raflé tous les prix de journalisme d'Amérique latine en 2016. La relève journalistique est là. Le nouveau pouvoir ne pourra pas continuer très longtemps à dissimuler ses coupes sombres sous un discours lénifiant. Vous ne pouvez pas dépenser plus que vous ne possédez. C'est la même chose pour votre maison. Si un mois, vous dépensez plus que vous n'avez gagné, le mois suivant, vous devrez faire une économie pour équilibrer les comptes de votre maison. C'est pourquoi il est impératif de voter un plafond des dépenses publiques. C'est une question de respect pour le gouvernement. Je pense qu'en peu de mois, Temer a déjà détruit beaucoup de choses. J'ai très peur que rien ne reste, que le Brésil devienne une terre rasée. Dans les années 60, avec Jean Goulart, il y avait eu un projet de réforme agraire formidable, bien mieux que ce qui existe aujourd'hui. C'était il y a 50 ans, et il y a eu le coup d'État des militaires.
totalement contre ce type de réforme agraire. Et ce projet s'est perdu. Le Brésil a toujours perdu sa chance de faire de belles choses. Mais il y a une différence avec 64, c'est qu'aujourd'hui, on a une capacité de mobilisation très forte, avec Internet, mais pas seulement. Il y a un peuple, je ne dirais pas éclairé absolument, parce que l'éducation est encore pauvre, mais un peuple plus éclairé, avec une jeunesse très en colère. Le nouveau gouvernement s'en préoccupe bien peu. Il a modifié la Constitution pour imposer un gel absolu des dépenses publiques pour les 20 ans à venir. Et il a à peine touché à l'ahurissant taux directeur de la Banque centrale, toujours proche de 13%. Grasse récompense pour les fonds spéculatifs qui financent l'énorme dette du pays. Le deal, le pacte qui liait les milieux financiers, bancaires et le loulisme, c'est vous faites des profits juteux, mais nous on redistribue. Bon, c'était un peu ça. Donc les banques pouvaient pratiquer aussi des taux qui étaient intéressants et qui entretenaient la rente au Brésil. Aujourd'hui, plus question de prendre banquiers et financiers de front comme l'a fait Dilma Rousseff en 2012, quand elle a voulu toucher au taux et donc au profit. La réaction du secteur bancaire a été virulente. Les secteurs bancaires ont à ce moment-là vu Rousseff comme un adversaire. Et ça a été un point important absolument, non pas dans la bascule, disons, directe, on ne peut pas dire que ça égale la destitution, mais ça égale l'alerte qui montre qu'il y a un retournement d'alliance au sein des pouvoirs brésiliens, où le secteur bancaire et le secteur financier considèrent que désormais, le gouvernement pétiste est un gouvernement qu'il faut éliminer et qui ne correspond plus du tout à ses intérêts. En 2012, le Paraguay voisin a connu lui aussi une mésaventure à la brésilienne. Le président progressiste Fernando Lugo, artisan d'une grande réforme agraire, opposé au lobby des OGM et plutôt de gauche, a été destitué en 24 heures, à la suite de violents affrontements entre paysans et policiers. Prétexte idéal, monté en épingle par une presse partisane et des députés souvent corrompus. Lugo, peu sensible aux sirènes de la finance, n'a pas eu les moyens de résister et ceux qui l'avaient jeté à terre se sont immédiatement récompensés. Dès la première semaine, il y a eu un décret du pouvoir exécutif qui permettait aux multinationales d'importer des semences transgéniques, quelque chose que nous freinions. Ça, c'est le premier point. Et puis, ils ont déclaré d'intérêt national les investissements de Rio Tinto Alcan, une grande multinationale qui mobilise plus ou moins un quart de notre production électrique du barrage d'Itaipú pour son projet industriel. Ce furent les deux faits les plus significatifs. À l'époque, le monde entier avait protesté contre ce coup d'État. Celui dont s'est plaint Dilma Rousseff n'a pas ému grand monde. Il faut dire que les dirigeants de gauche en Amérique latine sont une espèce en voie de disparition, condamnés à errer de congrès en conférence, bien loin des affaires. Pourquoi m'ont-ils destitué? Quel a été mon péché? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Bien sûr, j'ai fait des choses mauvaises, j'en ai fait plein. Mais ce que m'ont dit les gens, c'est que je n'ai pas été destitué pour les choses que j'avais mal faites, mais pour les choses que j'avais bien faites. On perçoit que l'Amérique latine passe par une espèce de retour en arrière de la démocratie institutionnelle. Un retour en arrière qui s'exprime par des coups d'État parlementaires dans certains cas. Le dernier en date a été celui qui a été commis contre la présidente brésilienne, Dilma Rousseff. Brésil, Paraguay, moins de 100 qu'au siècle dernier, mais le résultat est le même. Quand un pouvoir légitime dérange, on peut le jeter à terre. Ce retour en arrière se traduit aussi par une nouvelle donne diplomatique. Lula et son héritière avaient choisi de prendre leur distance avec les États-Unis et l'Europe, notamment pour développer des relations avec les pays émergents, les BRICS. Dossier qui ne passionne manifestement pas José Serra, le nouveau ministre des Affaires étrangères. Les BRICS, ce sont un ensemble de grands pays.
Argentine, Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud. Afrique du Sud et Russie. B de Brésil, R de Russie, I de l'Inde, C de Chine et S de Afrique du Sud. Afrique du Sud. C'est édifiant. La politique du Brésil en Amérique du Sud ne sera plus une politique proactive visant à y obtenir une sorte d'hégémonie consensuelle, comme c'était le projet de Lula, avec un Brésil qui serait un peu l'Allemagne finalement de la région. C'est plus ça le projet. Le projet, ça va être, encore une fois, plutôt de rétablir la place du Brésil dans les marchés internationaux et dans la roue des États-Unis et de l'Europe. Aujourd'hui, avec Temer, c'est la normalisation et le réalignement. C'est vraiment cette idée d'un Brésil qui va essayer de tirer profit de sa situation de vassalisation par rapport à Washington. Les États-Unis n'ont pas condamné l'impeachment de Dilma Rousseff en affirmant faire confiance aux institutions démocratiques brésiliennes. De fait, les apparences sont sauves. Comme prévu, on prépare les élections municipales au Brésil. On reprend quelques tics d'antan avec drapeaux et autocollants. Mais la confiance n'est plus là. Tous les partis traditionnels sont entachés par la corruption. Pas un jour sans un élu interpellé, jugé ou épinglé. Pas un jour sans manifestation contre le nouveau gouvernement. Espérer en qui? À qui donner sa voix? Et pour porter quel projet? À Rio, dans les rues, les militants les plus toniques sont ceux du PSOL, un petit parti à gauche du PT. Marcelo Freixo, un de ses dirigeants, se bat depuis des années contre la corruption et la violence. Il est candidat à la mairie de Rio, tenu par le parti qui a précipité la chute de la présidente. Défaire les centristes du PMDB, c'est garantir plus de démocratie dans la ville, plus de participation, faire que l'éducation, la santé, le logement puissent être effectivement des priorités pour ceux qui en ont besoin. Tout ce qui semble important à Grégorio Duvivier, il lui apporte donc son soutien. Il représente une nouvelle gauche, à rebours de la réelle politique du PT, qui fait seulement une politique à travers des alliances. C'est un petit parti, le PSOL, avec peu de temps de télévision, peu d'argent, et je crois que c'est ce qui le rend beau. C'est un candidat du rêve, peut-être pas de l'utopie, mais de la croyance en l'utopie, car l'utopie peut se réaliser. Face à l'utopie, il y a de redoutables adversaires. A priori, des gens de paix, comme les fidèles de cette église évangélique, gérée par un pasteur milliardaire, Silas Malafaia. C'est un des plus fervents soutiens d'un autre pasteur, Marcelo Crivella, qui lui est candidat au poste de maire. Malafaia a jeté sa fortune, ses fidèles et son fondamentalisme dans la bataille. Dans un Brésil déboussolé, ses prêches provocateurs font affluer conversion et surtout les dons. Mets le film sur l'écran, mon fils, s'il te plaît. Ce n'est pas rose. Non, il n'y a pas de rose dans cette église. Il y a du rose ici? Non, c'est pas le mouvement gay qui travaille ici. Coupe, coupe mon fils, coupe. Je suis en faveur de Crivella, car de l'autre côté, avec tout le respect, qu'est-ce que c'est que le PSOL? Qui est Freixo? C'est ce que j'ai combattu toute ma vie entière.
Ce type est en faveur des Black Blocs, les mecs qui ont cassé la ville, il est pour la libéralisation des drogues, pour la professionnalisation de la prostitution, pour l'idéologie du genre, qui dans ce pays est une honte. Ils veulent enseigner, érotiser les enfants à l'école, ce qui est interdit par la Constitution. Donc ce type est tout ce pourquoi on est contre. Que Dieu nous délivre d'un type comme ça. Oui, ma fille, je l'attaque avec force. Les choix idéologiques de ce type, c'est la pire gauche qui existe. Il est marxiste. Marcelo Crivella, l'évangélique pur et dur, surfant sur la vague du tous pourri qui submerge le Brésil, va prendre la mairie de Rio avec plus de 60% des voix. Pour la gauche et surtout le Parti des travailleurs, c'est la débâcle. Avec une présidente déchue, des ministres et des élus empêtrés dans le scandale du lavage à taux, et un père fondateur, Lula, toujours dans la ligne de mire d'un juge têtu, le PT perd 60% de ses mairies. Son pire reflux depuis 20 ans. Signe supplémentaire de l'écœurement, l'abstention, théoriquement interdite, est devenue massive. Et ce n'est pas l'économie qui va remettre les Brésiliens de bonne humeur. Itaboraí, en face de Rio de Janeiro, devait devenir une mégapole pétrolière. Seulement les cours du brut se sont écroulés et les scandales liés à la corruption ont amené Petrobras à fermer un énorme complexe pétrochimique tout neuf. Du jour au lendemain, 30 000 ouvriers se sont retrouvés au chômage. Les magasins ont fermé, Itaboraí est devenue une ville morte et ses habitants, désabusés, en sont souvent réduits aux repas municipaux à 60 centimes. Alors, comme partout, les nouveaux pauvres d'Itaboraí se sont tournés vers les évangéliques. Comme ce jeune père de famille venu de Bahia, aujourd'hui chômeur, et qui n'a même plus les moyens d'acheter un ticket de bus pour rentrer. Il faut que tu aies la foi, hein. Comme ça les choses pourront changer. Avant, je votais PT parce que je pensais de cette manière. PT égale Parti des travailleurs, donc en faveur des travailleurs. Mais est arrivée l'époque où je crois que le PT s'est perdu. Je pense qu'il s'est perdu dans ses convictions. Maintenant, mon vote, ça dépend du candidat qui se présente. Je regarde d'abord le candidat pour voter, indépendamment du parti. Il n'y a plus d'espoir dans les partis. Les évangéliques l'ont remplacé par la foi. Et en plus, ils distribuent des colis alimentaires. Calçada pra favela, avenida pra carro, céu pra avião e pro morro descaso. Cientista social, Casas Bahia, tragédia. Gosta de favela. Le meilleur combat contre les parasites dans l'arbre de la démocratie, a dit la présidente déchue à Gregorio, c'est l'oxygène du débat et de la différence. Il y a des voix au Brésil aujourd'hui qui sont en résonance avec ces mots-là. Des voix qui s'élèvent pour renouer avec les droits du peuple, pour qu'ils se réapproprient la chose publique. En imposant le droit au logement, par exemple. À 59 ans, Jeannette s'est installée dans ce camp Nova Palestine, en périphérie de São Paulo. Ici, c'est ma cuisine. Là, ce sont mes plaques. Là, ce sont mes toilettes, les toilettes que j'ai improvisées. Mais c'est ce que j'ai. Et ici, c'est ma chambre avec mon lit. Je laisse le plastique pour qu'il ne prenne pas la poussière. Jeannette est domestique. Elle fait plus de 3 heures de bus le matin pour aller travailler et pareil le soir.
Comme elle ne travaille plus à plein temps, elle ne pouvait plus payer son loyer. La dame chez qui je fais des petits travaux m'a dit que des gens avaient occupé ce terrain ici. Alors j'ai couru et je suis venue. J'ai pris juste un sac et un couteau. Ça, j'ai eu peur, ma fille. Très peur. Mais l'absence de choix m'a enlevé la peur. Elle est un peu triste que les temps soient aussi durs pour Lula, son héros. Lula a retiré beaucoup de pères et mères de famille de la misère. Et aujourd'hui, voyez comment il est récompensé. Ce PSDB, ces hommes de droite, c'est un parti de riches. Ils n'aiment pas les pauvres. Les pauvres, pour eux, c'est pour laver par terre, quand ils ne s'en servent pas comme tapis pour marcher dessus. Jeannette a trouvé un autre soutien dans sa petite vie. Le mouvement des travailleurs sans toit. Il est animé depuis 15 ans par Guilherme Boulos. Un homme qui a su imposer un rapport de force aux pouvoirs locaux pour que les plans de logements sociaux ne soient ni détournés, ni dénaturés. Ici, à João Candido, il y a 3 ans, c'était une zone occupée, comme celle de Jeannette. L'État a fini par construire des logements sociaux et grâce au mouvement, les habitants ont imposé leurs normes et les promoteurs ont dû obtempérer. Tu vois, Gregorio, 2 ans après la remise des clés, c'est toujours en très bon état. Il n'y a aucun cas de vandalisme. Pourquoi? Parce que c'est pas comme si on avait tiré les gens d'un endroit pour les jeter ici comme des moins que rien. Ici, le peuple a lutté pour ça. Ça a pris 10 ans pour avoir ça. Aujourd'hui, ils font du zèle, ils sont super organisés. Ils ne vendent pas, ils s'organisent et ils participent aux assemblées tous les mois. T'en veux? Il est pas trop sucré. Ah non, merci, c'est gentil. Mais là, j'ai l'estomac en ruine. Le jour où ils nous ont remis les clés, je n'ai pas réussi à entrer. J'ai pris les clés et je suis partie. Je n'arrivais pas à entrer, je tremblais. L'émotion est si grande. Vous n'imaginez pas quand vous recevez un truc si grand. Cela valait vraiment la peine de se battre. De prendre la pluie, le soleil. On arrivait trempés, mais c'était bien. Le programme Ma Maison, Ma Vie a vu le jour en 2009, peu de temps après la crise de 2008 aux États-Unis. À cette époque, il y avait le risque que plusieurs entreprises du bâtiment fassent faillite. Donc le programme Ma Maison, Ma Vie a été conçu en premier lieu pour donner de l'argent aux constructeurs. Le but premier n'était pas de faire des logements sociaux, ça c'est de la fiction. Aujourd'hui, 98% des budgets du programme sont destinés aux entreprises, selon les modalités des constructeurs. Et ils font des appartements dans les zones toujours plus éloignées et de très mauvaise qualité. Il n'y a que 2% du programme Ma Maison, Ma Vie qui est organisé par les mouvements sociaux. Seulement 2%? Seulement 2%, et ce sont les plus grands et les meilleurs appartements. Stratège du désespoir, Guilherme Boulos est redouté des puissants. Et son désintéressement fait l'admiration de tous ceux qui veulent que les choses changent. Il y a 28 occupations du mouvement des travailleurs sans toit à São Paulo. De 2008 à l'année dernière, les prix de l'immobilier à São Paulo ont augmenté en moyenne de 215%. Les gens n'ont pas de quoi payer leur loyer, ils n'ont pas de lieu pour vivre. Il n'y a aucune politique publique en leur faveur. Ils s'inscrivent sur des listes et ils attendent 10 ans, 20 ans. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont disparaître? Non, ils vont créer des campements. Vous avez maintenant un nouveau maire à São Paulo. Quand il a été élu, il a dit « Je vais envoyer un message au mouvement des sans-toit. Dans ma gestion, il n'y aura plus d'occupation illégale. C'est terminé. » Comme si on avait besoin de l'autorisation du maire pour occuper. Dans ma gestion, il n'y aura plus de campement. Crise du logement, chômage. Et je voudrais bien voir s'il va plus y avoir d'occupation. Bien sûr, il va y en avoir. Il y en aura plein des occupations. Et nous, on va en faire plein d'autres. C'est ridicule. Le scénario est explosif.
il y a d'autres territoires où on ne se résigne pas au Brésil. Fin 2016, une vague d'occupation a submergé collèges, lycées et universités. Les jeunes ont confisqué les clés et monté les écoles dont ils avaient besoin. Pour eux, facile de faire mieux. L'enseignement a toujours été un désastre au Brésil. Et les enfants des rares bonnes écoles comme celle-ci à Rio se sont eux aussi joints au mouvement. Ce n'est pas un hasard qu'elle soit occupée, car ça a à voir avec la qualité de l'enseignement. Les élèves se sont révoltés contre tout ce qui se passe au Brésil. Le gel des dépenses publiques, qui va réduire les budgets de l'éducation, le gouvernement illégitime de Temer, les expropriations. Ce sont plein de choses qui font que les élèves occupent plusieurs écoles. Salut, ça va Luisa? Merci de nous recevoir. Luisa et ses 15 ans, symbole du péril jeune, mais symbole aussi d'un Brésil qui remet de l'oxygène dans la démocratie. Ici, on est divisé en secteurs. On a le secteur de la communication qui parle avec la presse, les parents révoltés ou les flics qui veulent entrer. On a l'alimentation, ceux qui font la cuisine. Et on a le nettoyage, mais en réalité, tout le monde aide au nettoyage. C'est tout organisé comme ça. Chacun a un truc à faire. Je suis même fière de ça. C'est beau de voir les gens qui lavent les toilettes. Toutes les écoles occupées dans lesquelles je suis allé sont bien mieux qu'avant l'occupation. Exactement. Les comités d'occupation organisent aussi des cours, bien sûr, avec les professeurs qui soutiennent le mouvement. Et inviter une star comme Gregorio fait partie de leur nouveau projet d'école, qui doit être un lieu de débat et de discussion. Gregorio, tu n'as pas idée de la peur que j'ai des élections de 2018. Je vois la montée de ces fascistes. Ils arrivent et ils gagnent. Un matin, vous vous réveillez et quelqu'un vous dit « Mince, un fasciste est président ». Parler, discuter, débattre, c'est ce que conseillait la présidente. Facile avec des jeunes lycéens, mais avec des religieux illuminés et nostalgiques de la dictature militaire, c'est nettement plus dur. C'est impossible de discuter avec eux. Et en même temps, il est obligatoire de discuter avec eux, parce qu'on ne peut pas mépriser une partie de la population. On ne peut pas dire « je veux pas discuter, t'es un fasciste, tais-toi, dégage, va-t'en ». À eux, on ne leur dirait pas « va à Cuba, bien sûr, mais va. Où vont-ils? Je ne sais pas. À Miami ?» Maintenant, comment parler avec quelqu'un qui pense que la dictature a été géniale et qu'il faudrait qu'elle revienne? Pour moi, la grande crise actuelle, c'est ça. Comment discuter avec eux? Je n'ai pas de réponse à ça. Si quelqu'un en a une, qu'il me le dise. Jolie journée pour ces lycéens. Fragment d'un Brésil qui n'a plus envie de se laisser faire. Ce Brésil, qui ne veut plus se laisser faire, occupe aussi la rue. Quand des soupçons de corruption de plus en plus précis s'abattent sur le nouveau président, quand 6 de ses ministres ont déjà dû démissionner ou que Lula est toujours dans le viseur des juges, Guilherme Boulos transforme révolte et écœurement en énergie. Les sans-toit, les sans-terre, les artistes en colère, les Indiens menacés, les syndicalistes et les déçus du pétisme se regroupent sous la bannière commune qu'il leur propose. Povo sem medo, le peuple sans peur. Ils disent ensemble leur colère quand, par exemple, les députés, dont certains du PT, essayent de faire voter une loi qui absoudrait les élus corrompus. Nós repudiamos as tentativas do Congresso Nacional de uma parte dos deputados de fazer medidas para salvar a própria pele. Ceux-là disent aussi qu'il faut tout reprendre à zéro. Comme Gregorio, ils ne veulent pas que du chaos politique émerge un fanatique religieux ou un milliardaire populiste qui ramasserait la mise. Pour tout cela, le Brésil n'est pas mort,
puisqu'il espère encore.